Par une nuit glaciale, une petite fille pieds nus entre dans un magasin et demande des couches pour sauver son petit frère. Sans argent, elle regarde un inconnu et lui fait une promesse déchirante. « Je te jure que je te paierai quand je serai grande. » L'homme, un millionnaire solitaire, est profondément touché par cette scène improbable. Sans le savoir, il entame alors un voyage qui changera à jamais 3 vies, y compris la sienne. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Par une nuit glaciale de décembre, les rues de Montmartre à Paris étaient désertes, balayées par un vent froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Les lumières des cafés fermés depuis longtemps ne réchauffaient plus l'atmosphère et les quelques passants pressèrent le pas, emmitouflés dans leurs manteaux épais. Dans ce quartier connu pour son charme bohème et ses artistes, l'hiver avait imposé son règne impitoyable. C'est dans cette nuit inhospitalière qu'une petite silhouette se faufilait entre les ruelles, ses pieds nus rougis par le froid, laissant de petites empreintes humides sur le pavé glacé. Léonie, une fillette de 8 ans aux yeux d'un bleu profond et aux cheveux châtains emmêlés, serrait contre elle un précieux fardeau. Son petit frère Louis, un nourrisson de 8 mois qui pleurait désespérément. La petite fille s'arrêta, devant l'épicerie de nuit de Monsieur Fournier, le seul commerce encore ouvert à cette heure tardive. À travers la vitrine embuée, elle pouvait voir le vieil homme assis derrière sa caisse, feuilletant distraitement un journal. Rassemblant tout son courage, elle poussa la porte, déclenchant la petite sonnette qui annonçait l'arrivée d'un client. « Bonsoir, monsieur », murmura Léonie d'une voix à peine audible, tandis que le bébé dans ses bras redoublait de pleurs. Monsieur Fournier leva les yeux de son journal, surpris de voir une enfant seule à cette heure tardive, et qui, plus est pieds nus en plein hiver parisien. « Mon Dieu, petite, que fais-tu dehors par ce temps, et ce bébé ?» s'exclama-t-il en se levant précipitamment. « S'il vous plaît, monsieur, » dit Léonie, les yeux brillants de larmes retenues, « mon petit frère a besoin de couches propres. Il n'a pas été changé depuis des heures, et maman n'a pas pu. » Venir. Le vieil épicier observa plus attentivement la fillette. Ses vêtements étaient usés et trop légers pour la saison. Ses cheveux n'avaient pas été lavés depuis plusieurs jours, et ses yeux reflétaient une maturité déchirante pour son âge. « Où habites-tu, ma petite ?»« Sous le pont de la rue Caulaincourt », répondit-elle simplement, comme si vivre sous un pont était la chose la plus normale du monde. Maman dit que c'est temporaire, juste le temps qu'elle aille mieux. Le cœur de Monsieur Fournier se serra. Il connaissait bien ces situations, trop fréquentes dans les quartiers populaires de Paris, même dans cette partie de Montmartre qui commençait à s'embourgeoiser. « Et tu as de quoi payer ces couches ?» demanda-t-il doucement, devinant déjà la réponse. Léonie baissa les yeux honteuse, puis les releva avec une détermination surprenante. « Je n'ai pas d'argent maintenant, monsieur, mais je vous jure que je vous paierai quand je serai grande. Je n'oublierai jamais, c'est une promesse. » À cet instant précis, la porte de l'épicerie s'ouvrit à nouveau, laissant entrer un homme d'une 40aine d'années, élégamment vêtu d'un manteau en cachemire et d'une écharpe en soie. Mathieu Delacroix, propriétaire d'une chaîne de boutiques de luxe, venait simplement acheter un paquet de cigarettes pour tromper son insomnie chronique. Il s'arrêta net en découvrant la scène. Cet enfant, dépenaillé, tenant un bébé, qui pleurait à s'en déchirer les poumons, face au vieil épicier visiblement ému. Malgré lui, il tendit l'oreille. « Je vais voir ce que je peux faire, » disait l'épicier. « Mais tu ne peux pas retourner dehors avec ce petit dans cet état. »« Je dois rentrer avant que maman s'inquiète, » insista Léonie. « Elle a des moments difficiles quand elle s'inquiète trop. » Mathieu resta immobile, comme foudroyé par les paroles de cet enfant. Depuis 10 ans, depuis que Claire, son épouse, avait mis fin à ses jours après plusieurs fausses couches consécutives qu'il avait plongé dans une dépression insurmontable, il vivait retranché dans sa luxueuse maison des beaux quartiers, dirigeant ses affaires à distance, évitant tout contact humain véritable. Quelque chose dans le regard de cette petite fille, dans sa dignité malgré la misère, provoqua en lui un réveil brutal. Sans réfléchir, il s'avança. « Je vais prendre un paquet de couches, des lingettes pour bébé, du lait en poudre, des biscuits et quelques fruits, » déclara-t-il en sortant sa carte bancaire. « Et ajoutez aussi des chaussures pour enfants, la plus grande taille que vous ayez. » Léonie et Monsieur Fournier le regardèrent avec stupéfaction. « Monsieur, je ne vends pas de chaussures, » balbutia l'épicier. « Alors mettez-moi 2 paires de chaussettes épaisses, » répliqua Mathieu, avant de se tourner vers Léonie,
Comment t'appelles-tu, petite ?»« Léonie, monsieur, » répondit-elle en serrant son frère un peu plus fort contre elle, méfiante devant cet inconnu bien habillé. « Et ce petit bonhomme ?»« C'est Louis, il a 8 mois. » Mathieu s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant, observant le bébé qui, épuisé, commençait à s'apaiser. Ses joues creusées et son teint pâle témoignaient d'une malnutrition évidente. « Léonie, il fait beaucoup trop froid pour que vous retourniez sous ce pont ce soir. J'aimerais vous aider, toi, ton frère et ta maman. Je peux vous offrir une chambre d'hôtel pour cette nuit, un endroit chaud où ton petit frère pourra être changé et où vous pourrez tous dormir en sécurité. » La fillette hésita, ses grands yeux bleus scrutant le visage de cet homme à la recherche d'un signe de menace. Elle avait appris très tôt à se méfier des adultes, surtout des hommes. « Maman dit qu'il ne faut jamais faire confiance aux inconnus, » murmura-t-elle. « Ta maman a raison, » approuva Mathieu. « C'est très sage, mais regarde, Monsieur Fournier me connaît, » improvisa-t-il en se tournant vers l'épicier. « N'est-ce pas ?» Le vieil homme, saisissant la situation, acquiesça vigoureusement. « Oui, bien sûr, Monsieur Delacroix est un homme. »« C'est respectable, Léonie. Tu peux lui faire confiance. » La fillette semblait toujours hésitante. « Je dois demander à maman d'abord. »« Bien sûr, » approuva Mathieu. « Je vais vous raccompagner et nous parlerons à ta maman ensemble. D'accord ?» Après avoir payé les achats, Mathieu suivit Léonie dans les ruelles sombres de Montmartre. Il n'avait pas marché dans ces quartiers depuis des années, préférant l'isolement de sa voiture avec chauffeur. Le froid mordant lui rappelait combien il était privilégié, tandis que cet enfant affrontait les éléments pieds nus. Ils arrivèrent finalement sous le pont de la rue Caulaincourt. Dans un recoin abrité du vent, une jeune femme était assise sur un matelas de fortune, enroulée dans plusieurs couvertures, le regard fixe et absent. Quand elle aperçut Léonie accompagnée d'un inconnu, elle se redressa brusquement, l'air paniqué. « Léonie, qui est-ce? Qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria-t-elle, sa voix trahissant une angoisse profonde. « C'est Monsieur Delacroix, maman. Il a acheté des couches pour Louis et il veut nous aider. Sophie Moreau, à peine 28. » Mais au visage déjà marqué par les épreuves, dévisagea l'homme avec méfiance. Ses yeux, identiques à ceux de sa fille, reflétaient une peur viscérale mêlée de fierté blessée. « Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur, » lança-t-elle avec une dignité déchirante, tout en tendant les bras pour prendre le bébé que lui confiait Léonie. Mathieu resta à distance respectueuse, comprenant instinctivement que cette femme avait été profondément blessée par la vie et par les hommes en particulier. « Ce n'est pas de la charité, madame, mais de l'humanité, » répondit-il doucement. « Votre fils a besoin d'un endroit chaud. Cette nuit, et vous aussi. Je vous propose simplement une chambre d'hôtel pour quelques jours, le temps de trouver une solution plus durable. » Sophie serra les lèvres, déchirée entre sa méfiance et les besoins criants de ses enfants. Louis gémissait faiblement dans ses bras, épuisé et frigorifié. « Pourquoi feriez-vous cela? Qu'attendez-vous en retour ?» demanda-t-elle avec amertume. La question frappa Mathieu de plein fouet. Pourquoi, en effet? Lui qui avait passé une décennie à éviter toute implication émotionnelle, pourquoi s'intéressait-il soudain au sort de cette famille? « Que je n'attends rien, » répondit-il sincèrement. « Peut-être juste me sentir utile pour une fois. » Sophie observa longuement cet homme élégant qui semblait étrangement vulnérable, malgré son apparence soignée. Puis elle regarda ses enfants, Léonie si courageuse et responsable malgré son jeune âge, et Louis si fragile et dépendant. « D'accord, » murmura-t-elle finalement, « juste pour cette nuit. » Ce qu'elle ignorait, ce que tous ignoraient à ce moment précis sous le pont glacial de la rue Caulaincourt, c'est que cette décision allait transformer leurs vies à jamais, tissant entre eux des liens que ni la peur, ni les préjugés, ni même le temps ne pourraient défaire. L'hôtel où Mathieu les conduisit n'était pas un palace, mais un établissement discret et confortable du 18e arrondissement. Il avait délibérément choisi un lieu modeste pour ne pas effrayer davantage Sophie avec un luxe auquel elle n'était plus habituée. Dans la chambre spacieuse avec sa salle de bain attenante, la jeune femme resta d'abord figée sur le seuil, comme si franchir cette porte signifiait accepter une dépendance qu'elle redoutait. « Je reviendrai demain matin pour voir comment vous... »« Allez !» annonça Mathieu en lui tendant une carte avec son numéro de téléphone. « Voici pour les repas et les nécessités », ajouta-t-il en posant discrètement quelques billets sur la commode. Sophie ne répondit pas, ses yeux alternant entre l'argent et cet homme
dont elle ne comprenait pas les motivations. Seule Léonie eut la présence d'esprit de murmurer un merci timide avant que Mathieu ne prenne congé. Cette nuit-là, dans son appartement du 16e arrondissement avec vue sur la tour Eiffel, Mathieu ne trouva pas le sommeil. Il revoyait sans cesse les yeux bleus de Léonie, si semblables à ceux qu'aurait pu avoir l'enfant que Claire et lui avaient tant espéré. Il repensait à Sophie, cette jeune femme brisée mais digne, et au petit Louis, innocent et vulnérable. Pour la première fois depuis la tragédie qui avait emporté son épouse, il ressentait autre chose que le vide et l'indifférence qui avaient été ses seuls compagnons pendant une décennie. À l'aube, il prit une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies. Lorsqu'il retourna à l'hôtel le lendemain, il trouva Sophie assise au bord du lit, habillée et prête à partir, le maigre sac contenant leurs affaires déjà préparées. Louis, propre et nourri, dormait paisiblement, tandis que Léonie feuilletait avec émerveillement le magazine laissé sur la table de chevet. « Vous partez ?» demanda Mathieu, surpris par cette évidente précipitation. « Nous avons déjà abusé de votre générosité, » répondit Sophie d'une voix neutre. « Les billets que vous avez laissés couvrent largement le prix de la chambre. Nous vous sommes reconnaissants, mais nous devons continuer notre chemin. »« J'ai une proposition à vous faire, » dit Mathieu, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai hérité d'un appartement dans le quartier de Belleville. Il est vide depuis des années et je cherchais justement quoi en faire. Vous pourriez y séjourner le temps de vous remettre sur pied. » Le silence qui suivit était lourd de méfiance et d'incompréhension. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda finalement Sophie, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître détachée. « Personne n'offre un toit sans rien attendre en retour. J'ai appris cette leçon de la manière la plus dure qui soit. » Mathieu comprit alors que derrière la façade de cette femme se cachaient des blessures profondes. « Je comprends votre méfiance, Madame Moreau, vraiment. Mais parfois, les gens agissent simplement parce qu'ils le peuvent et parce que c'est juste. »« Maman, » intervint doucement Léonie, « peut-être que Monsieur Delacroix est comme les anges dont tu me parlais avant, ceux qui apparaissent quand on a perdu tout espoir. » Sophie regarda sa fille avec stupéfaction. Ces histoires d'anges gardiens, elle les lui racontait à l'époque où elle croyait encore que la vie pouvait être juste avant que Vincent, le père de Louis, ne transforme leur existence en cauchemar avec ses accès de violence alimentés par l'alcool. « Les anges n'existent pas, Léonie, » murmura-t-elle amèrement. « Je te racontais ces histoires pour que tu t'endormes, rien de plus. Peut-être n'existe-t-il pas d'anges au sens littéral, » intervint doucement Mathieu, « mais il reste des personnes qui veulent faire le bien sans arrière-pensée. Je vous propose cet appartement parce que j'en ai la possibilité et parce que votre fille m'a rappelé qu'il existe encore des promesses sincères dans ce monde. » Il se tourna vers Léonie. « Ta promesse de payer les couches quand tu seras grande, c'était la chose la plus authentique que j'ai entendue depuis bien longtemps. » Un silence s'installa, rompu uniquement par la respiration régulière du bébé. Endormie, Sophie luttait visiblement contre elle-même, contre sa peur, contre des années de conditionnement à se méfier des hommes en particulier. « Pas d'engagement, » précisa Mathieu. « Vous pourrez partir quand vous le souhaiterez. L'appartement est meublé sommairement, mais il y a le chauffage, l'eau chaude et c'est un toit sûr. Je vous propose également de financer un suivi médical pour votre fils et pour vous, si vous l'acceptez. Et peut-être une école pour Léonie. » À la mention de l'école, les yeux de la fillette s'illuminèrent. Depuis leur fuite précipitée de l'appartement qu'ils partageaient avec Vincent 6 mois plus tôt, elle n'avait plus mis les pieds dans une salle de classe, ce qui la chagrinait profondément. « Vous ne nous connaissez même pas, » objecta encore Sophie, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. « Je connais l'essentiel, » répondit simplement Mathieu. « Je sais que vous êtes une mère qui se bat pour ses enfants et que Léonie est une petite fille extraordinairement courageuse. Quant à Louis, il mérite comme tous les enfants de grandir en sécurité. » Il y eut un long silence, puis Sophie hocha imperceptiblement la tête. « Nous acceptons. »« Pour quelques jours, » concéda-t-elle. « Le temps de trouver une solution plus permanente. » Le visage de Léonie s'illumina d'un sourire radieux qui réchauffa le cœur de Mathieu comme rien ne l'avait fait depuis 10 ans. L'appartement de Belleville se révéla être un spacieux 3 pièces, au 5e étage d'un immeuble ancien, mais bien entretenu. Les meubles étaient simples mais fonctionnels, et les grandes fenêtres laissaient entrer une lumière généreuse. Pour Léonie et Sophie,
Habitués à l'exiguïté de leurs abris de fortune, c'était un véritable palais. C'était l'appartement de ma tante Elisabeth, expliqua Mathieu, tandis que Léonie explorait avec émerveillement chaque recoin. Elle est partie vivre à Nice il y a 5 ans et je n'ai jamais eu le cœur de vendre ou louer cet endroit. Elle serait heureuse de le savoir habiter à nouveau. Sophie restait silencieuse, tenant Louis contre elle comme un bouclier. Son regard méfiant scrutait l'appartement à la recherche d'un piège, d'un indice qui trahirait les véritables intentions de cet homme. « Je vous laisse vous installer », dit Mathieu, en déposant les clés sur la table de la cuisine. « Le réfrigérateur est rempli pour quelques jours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » Et il s'apprêtait à partir quand la voix de Sophie l'arrêta. « Pourquoi faites-vous vraiment tout cela, monsieur Delacroix ?» demanda-t-elle, incapable de contenir plus longtemps sa suspicion. « Personne n'est aussi généreux sans raison. Personne. » Mathieu se retourna lentement. Il aurait pu inventer une explication rationnelle, parler de philanthropie ou de responsabilité sociale. Mais face à cette femme qui avait tant souffert de la duplicité des hommes, il choisit la vérité nue. « Il y a 10 ans, ma femme Claire s'est donné la mort après notre 5e fausse couche, dit-il d'une voix étrangement calme. Depuis, je vis comme un fantôme dans ma propre vie. Hier soir, quand j'ai vu Léonie entrer dans cette épicerie avec son petit frère dans les bras, quelque chose s'est réveillé en moi. Je ne cherche pas à remplacer la famille que je n'ai pas eue, Madame Moreau. Je cherche simplement à me sentir vivant à nouveau, en faisant quelque chose qui ait du sens. » Le visage de Sophie se décomposa, sa méfiance cédant momentanément la place à une compassion inattendue. « Je suis désolé pour votre femme, » murmura-t-elle. « Et moi pour tout ce que vous avez traversé, » répondit simplement Mathieu. « Reposez-vous maintenant, nous reparlerons demain si vous le voulez bien. » Les jours qui suivirent établirent une routine précaire. Mathieu passait chaque matin avant d'aller au bureau et chaque soir en rentrant. Il apportait des provisions, des vêtements pour les enfants, des livres pour Léonie dont il avait découvert la passion pour la lecture. Sophie maintenait une distance prudente, acceptant son aide matérielle, tout en rejetant fermement toute tentative de créer un lien plus personnel. Une semaine après leur installation, Mathieu arriva avec une proposition qui allait changer. « Que la donne ?» J'ai pris rendez-vous avec le docteur Leclerc, une psychiatre spécialisée dans les traumatismes, annonça-t-il à Sophie pendant que Léonie jouait avec Louis dans la pièce voisine. Elle pourrait vous aider à surmonter ce que vous avez vécu. Le visage de Sophie se ferma instantanément. « Je n'ai pas besoin qu'on fouille dans ma tête, » répliqua-t-elle sèchement. « Je vais bien. Les cauchemars qui vous réveillent chaque nuit racontent une autre histoire, » répondit doucement Mathieu, faisant référence aux cris qui résonnèrent parfois dans l'appartement aux petites heures du matin. Et Léonie mérite une mère qui puisse être pleinement présente. Pour elle, pas seulement physiquement. La mention de sa fille toucha Sophie au cœur. Elle savait que Léonie avait dû grandir trop vite, assumant des responsabilités bien au-delà de son âge. Et elle savait aussi que ses propres absences, ces moments où elle se dissociait complètement de la réalité, terrifiaient sa fille. « Je ne peux pas payer un psychiatre, » murmura-t-elle, cherchant une échappatoire. « Je m'en occupe, » répondit simplement Mathieu. « Considérez cela comme un investissement dans l'avenir de vos enfants. » Devant le regard buté de Sophie, il ajouta « Je vous demande juste d'y aller une fois. Si vous ne voulez pas continuer après, je respecterai votre décision. » Ce premier rendez-vous fut le début d'un long chemin vers la guérison. Le docteur Leclerc diagnostiqua chez Sophie un trouble de stress post-traumatique sévère. Résultat, de 3 années de violence conjugale aux mains de Vincent, le père de Louis. Avec une médication adaptée et des séances régulières, Sophie commença lentement à retrouver un équilibre. Parallèlement, Léonie fut inscrite à l'école du quartier, où elle rattrapa rapidement son retard grâce à une intelligence vive et une soif d'apprendre qui impressionnèrent ses enseignants. Quant à Louis, un pédiatre confirmait sa bonne santé à chaque visite, soulignant les progrès remarquables du nourrisson autrefois mal nourri. Un soir, alors que Mathieu s'apprêtait à partir après sa visite quotidienne, Sophie l'invita, pour la première fois, à rester dîner. C'était un geste simple, mais qui symbolisait un tournant dans leur relation. Autour de la table, devant un modeste ragoût préparé par Sophie, une étrange sensation de normalité s'installa, comme si ces 4 êtres blessés par la vie commençaient enfin à former quelque chose
qui ressemblait presque à une famille. Mais derrière cette apparente sérénité, Sophie restait hantée par la peur que Vincent les retrouve un jour. Cette crainte, elle, ne l'avait partagée ni avec Mathieu, ni même avec le docteur Leclerc. C'était son fardeau, son secret, la raison pour laquelle, malgré tous les progrès accomplis, elle gardait toujours un sac prêt avec l'essentiel, cachant sous son matelas les quelques économies qu'elle avait pu mettre de côté grâce aux petits travaux de couture qu'elle réalisait pour les voisins. Car Sophie savait que le bonheur était fragile et que les promesses, même les plus sincères, pouvaient être brisées par la brutalité du monde réel. 3 mois s'écoulèrent, marquant le rythme d'une transformation graduelle mais profonde. L'hiver parisien cédait lentement la place aux premières douceurs du printemps, et comme la nature qui s'éveillait, Sophie commençait à sortir de la longue hibernation émotionnelle dans laquelle la violence de Vincent l'avait plongée. Les séances avec le docteur Leclerc portèrent leurs fruits. La psychiatre avait su créer un espace de confiance où Sophie pouvait enfin exprimer la terreur, la honte et la culpabilité qui l'avaient rongée pendant des années. La médication stabilisait ses humeurs, atténuant les crises d'angoisse qui la paralysaient auparavant. « Je commence à me reconnaître dans le miroir », confia-t-elle un jour à Mathieu, alors qu'ils surveillaient ensemble Léonie et Louis dans le petit parc de Belleville. « C'est étrange, je ne savais même pas que j'avais disparu. » Mathieu l'observa discrètement. Son visage avait perdu cette tension permanente qui le crispait autrefois. Ses cheveux châtains, qu'elle avait coupés court pendant sa fuite pour se rendre méconnaissable, commençaient à repousser, encadrant son visage de boucles douces qui adoucissaient ses traits. Mais surtout, ses yeux avaient changé. Cette peur animale qui y rôdait constamment s'était atténuée, laissant place à une lueur plus sereine. « Vous n'avez jamais disparu », répondit-il doucement. « Vous vous êtes juste mise en veille pour survivre. » Sophie lui adressa un sourire fragile, le genre de sourire qui n'atteignait pas encore tout à fait ses yeux, mais qui témoignait d'un effort sincère. Le docteur Leclerc dit quelque chose de similaire. Elle parle de mécanismes de défense, de dissociation nécessaires à la survie. C'est une femme sage. Oui, mais... Sophie s'interrompit, son regard se portant instinctivement vers Léonie, qui poussait la balançoire sur laquelle riait aux éclats le petit Louis, solidement attaché. Mais, encouragea doucement Mathieu, mais elle ne comprend pas que certaines peurs sont rationnelles, murmura Sophie, sa voix s'abaissant instinctivement. Vincent est toujours là quelque part, et s'il découvre où nous sommes... Elle laissa la phrase en suspens, mais le frisson qui parcourut son corps en disait long sur la terreur que lui inspirait encore son ex-compagnon. « A-t-il des droits légaux sur Louis ?» demanda Mathieu, abordant pour la première fois directement ce sujet. « Sensible. Il a refusé de le reconnaître, » répondit Sophie après un moment d'hésitation. « Il disait qu'un mioche braillard l'empêcherait de vivre sa vie. Mais avec lui, tout peut changer selon son humeur ou ses intérêts. » Mathieu hocha la tête, absorbant cette information. « Avez-vous envisagé de consulter un avocat ? Pour officialiser la situation, je veux dire. » Sophie eut un rire amer. « Avec quel argent ? Et pour quel résultat ? Attirer l'attention sur nous ? Non, merci. » Ils tombèrent dans un silence inconfortable. Au loin, le rire cristallin de Léonie se mêlait au gazouillis enthousiaste de Louis, créant une mélodie qui contrastait douloureusement avec la conversation des adultes. « Je pourrais vous aider », proposa finalement Mathieu. « J'ai des contacts, des amis avocats qui pourraient examiner votre situation en toute discrétion. » Sophie se raidit. « Je ne veux pas être davantage votre œuvre de charité, Mathieu. Vous en faites déjà trop. » C'était la première fois qu'elle utilisait son « et » prénom, réalisa-t-il avec surprise. Jusqu'à présent, elle l'avait toujours appelé Monsieur Delacroix. Maintenant, une barrière formelle entre eux, malgré leur proximité croissante. « Ce n'est pas de la charité, Sophie, » répondit-il avec une douceur ferme. « C'est de l'amitié. Et l'amitié consiste à utiliser ses ressources pour aider ceux qu'on apprécie. » Le mot « amitié » flotta entre eux, chargé d'implications non dites. Ce qu'ils partageaient depuis 3 mois dépassait largement le cadre d'une simple relation, bienfaiteur-bénéficiaire. Mais aucun d'eux n'était prêt à définir précisément ce lien étrange et puissant qui s'était tissé. « Maman, Monsieur Mathieu, regardez Louis, il applaudit tout seul !» s'écria soudain Léonie, brisant leur moment d'intimité. Ils se tournèrent vers les enfants. Effectivement, le petit garçon,
solidement installé sur la balançoire, adaptée au tout petit, frappait maladroitement ses mains potelées l'une contre l'autre, visiblement ravi de sa nouvelle prouesse. « C'est merveilleux, mon cœur !» s'exclama Sophie, son visage s'illuminant instantanément. Elle se précipita vers son fils, oubliant momentanément ses inquiétudes, pour se réjouir de ce petit miracle quotidien. Mathieu l'observa s'éloigner, frappé une fois de plus par la résilience extraordinaire de cette femme. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle restait capable de s'émerveiller, de célébrer les petites victoires, de s'ouvrir lentement à la possibilité d'un avenir meilleur. Ce soir-là, après le dîner devenu presque rituel qu'ils partageaient désormais, 4 soirs par semaine, Mathieu s'apprêtait à partir quand Sophie l'arrêta dans l'entrée. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit », commença-t-elle, son regard fixé quelque part au-delà de son épaule, évitant le contact visuel direct. « À propos de l'avocat, peut-être que ce serait bien d'explorer les options. Pour Louise et Léonie. » Mathieu sentit un poids se soulever de sa poitrine. « Je peux organiser une rencontre avec Maître Rousseau. C'est une femme, si cela peut vous mettre plus à l'aise. Elle est spécialisée en droit de la famille et extrêmement discrète. » Sophie acquiesça simplement, puis, dans un geste qui surprit Mathieu autant qu'elle-même, elle posa brièvement sa main sur son avant-bras. Un contact fugace mais volontaire, le premier qu'elle initiait. « Merci », dit-elle simplement, avant de se retirer rapidement dans l'appartement. Mathieu resta un instant immobile sur le palier, conscient que quelque chose de fondamental venait de changer dans leur relation. Mais la route vers la guérison n'était pas linéaire, comme ils l'apprirent cruellement la semaine suivante. Sophie eut une rechute sévère, après une séance particulièrement éprouvante avec le docteur Leclerc, durant laquelle elle avait dû revisiter les épisodes les plus violents de sa relation avec Vincent. Cette nuit-là, Léonie appela Mathieu, en pleurs à 3 heures du matin. Il se précipita à l'appartement pour trouver Sophie en pleine crise de panique, recroquevillée dans un coin de la chambre, tremblante et couverte de sueur, incapable de reconnaître sa propre fille. Elle voulait qu'on parte, sanglota Léonie. Elle a fait nos sacs et elle disait qu'il allait nous retrouver, qu'on n'était pas en sécurité. J'ai essayé de lui dire que tout allait bien, mais elle ne m'écoutait pas. Et puis elle s'est mise à crier et Louis s'est réveillé et j'ai eu peur qu'elle réveille les voisins. Mathieu serra brièvement la fillette contre lui. « Tu as bien fait de m'appeler, Léonie. Tu es très courageuse. Maintenant, peux-tu t'occuper de Louis pendant que j'aide ta maman ?» Avec une maturité déchirante, la petite fille acquiesça et retourna auprès de son frère qui pleurnichait dans son berceau. Mathieu s'approcha lentement de Sophie, s'accroupissant à distance respectueuse. « Sophie, c'est Mathieu, dit-il, d'une voix calme et mesurée. Vous êtes dans votre appartement à Belleville. Léonie et Louis sont en sécurité. Personne ne vous veut du mal. » Il continua à parler doucement, répétant ces phrases rassurantes comme un mantra, jusqu'à ce que les yeux hagards de Sophie commencent à le reconnaître. « Mathieu » murmura-t-elle enfin, sa voix rauque d'avoir crié. « Oui, c'est moi. Tout. Va bien. Vous êtes en sécurité. J'ai vu Vincent, chuchota-t-elle, les yeux écarquillés. Il était là, dans mon rêve, mais si réel. Il disait qu'il avait retrouvé notre trace, qu'il venait chercher Louis. Ce n'était qu'un cauchemar, l'assura Mathieu. Vincent ne sait pas où vous êtes. Et même s'il essayait de vous retrouver, je ne le laisserai pas vous faire du mal, jamais. » Sophie le fixa longuement, comme si elle évaluait la sincérité de cette promesse. Puis, lentement, ses épaules s'affaissèrent et elle se mit à pleurer. Non plus les sanglots hystériques de la panique, mais des larmes silencieuses d'épuisement et de soulagement mêlés. Mathieu resta auprès d'elle jusqu'à l'aube, assis sur le sol à une distance respectueuse, lui parlant doucement de choses légères pour l'ancrer dans le présent, de la pièce de théâtre qu'il avait vue récemment, du nouveau pâtissier qui avait ouvert boutique au coin de la rue, de la collection de livres qu'il envisageait d'acheter pour Léonie, dont la passion pour la lecture ne cessait de grandir. Au matin, quand les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux, Sophie semblait vidée mais plus calme. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, la honte évidente dans sa voix. « J'ai terrifié ma propre fille. »« Léonie est plus forte que... » « Vous ne le pensez, » répondit doucement Mathieu. « Et elle comprend à sa façon. Elle sait que vous luttez contre des démons qui ne sont pas de votre fait. » Sophie secoua la tête inconsolable,
Quelle sorte de mère suis-je si je ne peux même pas offrir la stabilité émotionnelle à mes enfants? Le genre de mère qui se bat chaque jour pour surmonter un traumatisme que beaucoup n'auraient-ils pas supporté, répondit fermement Mathieu. Le genre de mère qui a traversé l'enfer pour protéger ses enfants. Le genre de mère qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'essayer. Un timide coup à la porte interrompit leur conversation. Léonie se tenait sur le seuil, tenant maladroitement son petit frère contre elle. « Louis a faim, maman », annonça-t-elle d'une petite voix incertaine. Sophie essuya rapidement ses larmes et tendit les bras vers son fils. « Viens là, mon trésor », dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre normale. « Et toi aussi, ma Léonie ». La fillette s'approcha prudemment, comme si elle craignait que sa mère ne bascule à nouveau dans cet état effrayant. Puis, voyant l'expression calme et aimante sur le visage de Sophie, elle se précipita dans ses bras. « Je suis désolée pour cette nuit, ma chérie », murmura Sophie en embrassant le front de sa fille. « Maman a eu un mauvais moment, mais c'est fini maintenant. »« Je sais », répondit simplement Léonie. « Le docteur Leclerc dit que c'est normal d'avoir des hauts et des bas quand on guérit, comme quand j'ai eu ma bronchite l'hiver dernier, et que parfois j'allais mieux et parfois moins bien. » Sophie échangea un regard stupéfait avec Mathieu par-dessus la tête de sa fille. Comment une enfant de 8 ans pouvait-elle faire preuve d'une telle compréhension? Mathieu sourit et se leva discrètement. « Je vais préparer le petit déjeuner pendant que vous vous occupez de Louis », proposa-t-il, leur offrant un moment d'intimité familiale. Dans la cuisine, tout en préparant des tartines et du chocolat, chaud, il réfléchissait à la fragilité et à la force de cette petite famille qu'il avait prise sous son aile. Sophie faisait d'immenses progrès, mais cette nuit avait prouvé combien le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches. Quand, à lui-même, il réalisait avec une clarté croissante que ces 3 êtres étaient devenus essentiels à sa propre existence. Après des années de vide émotionnel, il ressentait à nouveau l'inquiétude pour Sophie, l'admiration pour Léonie, la tendresse pour le petit Louis. Ces émotions, parfois douloureuses mais terriblement vivantes, l'avaient ramené parmi les vivants. « Monsieur Mathieu », appela Léonie en entrant dans la cuisine, « est-ce que je peux vous aider à préparer le petit déjeuner ?» Il sourit à la fillette, touché par cette offre. « Bien sûr, Léonie, tu peux mettre la table si tu veux. » Tandis qu'ils travaillaient côte à côte dans la cuisine baignée de lumière matinale, Mathieu se demanda si c'était cela, le bonheur. Non pas l'absence de difficultés, mais cette présence d'être pour qui l'on compte et qui compte. Pour soi, cette sensation d'être précisément là où l'on doit être. Ce matin-là, malgré la nuit éprouvante, un sentiment de paix l'envahit. Ils surmonteraient ensemble les obstacles, pas à pas, jour après jour. Et peut-être qu'au bout du chemin, ils trouveraient tous les 4 une forme de guérison que, séparément, ils n'auraient jamais pu atteindre. Le printemps s'épanouissait, pleinement sur Paris, transformant les parcs et jardins en tableaux impressionnistes aux couleurs vives. Cette renaissance de la nature semblait faire écho à celle qui s'opérait dans l'appartement de Belleville, où chaque jour apportait son lot de petites victoires. Louis, désormais âgé de 11 mois, faisait ses premiers pas hésitants, s'accrochant aux meubles et aux mains tendues, avec une détermination qui faisait la fierté de tous. Ses joues autrefois creuses s'étaient arrondies, et son rire de plus en plus fréquent illuminait l'appartement. Mais c'était peut-être chez Léonie que la transformation était la plus spectaculaire. L'école avait révélé ses talents exceptionnels, particulièrement en français et en expression écrite. Sa maîtresse, Madame Bonnet, avait convoqué Sophie pour lui parler du don remarquable de sa fille pour les mots. « Elle a une sensibilité rare », avait expliqué l'enseignante. Faute, sa dernière rédaction sur Mon héros du quotidien était si touchante et mature que j'ai dû vérifier qu'elle l'avait écrite sans aide. Ce que Madame Bonnet ignorait, c'est que Léonie avait secrètement dédié cette rédaction à Mathieu, même si elle avait changé les noms et certains détails par pudeur. Elle y décrivait comment un ami de la famille avait sauvé sa mère et son frère d'un grand froid tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce matin-là, Léonie préparait avec excitation son cartable pour l'école. Un concours d'écriture était organisé entre plusieurs établissements du quartier et sa maîtresse l'avait vivement encouragée à y participer. « Tu crois que je peux gagner, maman ?» demanda-t-elle en vérifiant pour la 3e fois
que son stylo porte-bonheur était bien dans sa trousse. Sophie, qui tressait les cheveux de sa fille devenus longs et brillants depuis qu'ils avaient retrouvé une vie stable, sourit avec tendresse. « Je suis certaine que tu as toutes tes chances, ma chérie. Tu as un vrai talent. » « C'est ce que dit aussi Monsieur Mathieu, » répondit Léonie avec un sourire radieux. « Il dit que les mots sont comme des ponts entre les personnes et que certains savent construire des ponts plus beaux et plus solides que d'autres. » Sophie sentit une vague d'émotion la submerger. Ces derniers mois, Mathieu était devenu bien plus qu'un bienfaiteur pour eux. Il était devenu... quoi, exactement? Un ami, un confident, un pilier. Tous ces mots semblaient à la fois justes et insuffisants pour décrire la place qu'il avait prise dans leur vie. « Il a raison », murmura-t-elle, terminant la tresse de Léonie avec un petit ruban bleu assorti à sa robe. « Et toi, tu es une bâtisseuse de ponts exceptionnels. » La sonnette de l'appartement retentit, provoquant un cri de joie de Léonie qui se précipita pour ouvrir, sachant parfaitement qui se tenait derrière la porte. « Monsieur Mathieu !» s'exclama-t-elle en se jetant dans les bras de l'homme qui entrait, une boîte de viennoiserie à la main comme chaque matin. « Bonjour, petite lionne !» répondit-il en utilisant ce surnom affectueux inspiré par la crinière dorée de la fillette et par son courage. « Prête pour le grand concours ? » ?»« Oui, j'ai même rêvé de mon histoire cette nuit. »« Alors c'est un excellent signe, » affirma-t-il sérieusement, avant de saluer Sophie d'un sourire chaleureux. Ces petits déjeuners partagés étaient devenus un rituel précieux. Mathieu arrivait tôt, apportant des croissants et des pains au chocolat encore chauds de la boulangerie du coin. Ils mangeaient ensemble, discutant des projets de la journée, avant que Mathieu n'emmène Léonie à l'école sur son chemin vers le bureau. Ce matin-là, cependant, Sophie remarqua immédiatement que quelque chose préoccupait Mathieu. Derrière, son sourire habituel, une tension inhabituelle crispait les traits de son visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement pendant que Léonie s'affairait à nourrir Louis, installé dans sa chaise haute. Mathieu hésita, jetant un regard furtif vers les enfants. « Nous en parlerons plus tard, » murmura-t-il. « Rien d'urgent. » Mais Sophie connaissait désormais suffisamment cet homme pour savoir qu'il minimisait souvent les problèmes pour la protéger. Son cœur se serra d'appréhension. La journée, lui, parut interminable. Après avoir déposé Louis chez la nounou du quartier, une grand-mère bienveillante qui gardait quelques enfants dans son appartement, elle se rendit à son cours de remise à niveau professionnel. Depuis un mois, sur les conseils du docteur Leclerc et avec le soutien financier discret de Mathieu, elle suivait une formation de secrétaire médicale. Retrouver le chemin des études après tant d'années d'interruption était intimidant, mais aussi incroyablement valorisant. Pourtant, ce jour-là, elle eut du mal à se concentrer. L'inquiétude concernant Mathieu persistant comme un bourdonnement de fond. Que pouvait-il bien vouloir lui dire? S'était-il lassé de les aider? Avait-il des problèmes personnels? Ou pire, Vincent avait-il refait surface? À 17 heures, elle récupéra Louis puis Léonie qui sortait rayonnante de son concours d'écriture. « J'ai écrit l'histoire d'une petite fille qui trouve une étoile tombée du ciel et qui la garde au chaud jusqu'à ce qu'elle puisse remonter, » expliqua-t-elle avec enthousiasme. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une étoile, c'est un petit être de lumière qui avait perdu espoir et qui retrouve sa brillance grâce à l'amour de la petite fille. Sophie sourit, touchée par la métaphore à peine voilée. « C'est une très belle histoire, ma chérie. Quand saurons-nous les résultats? » « Dans une semaine. Madame Bonnet dit que tous les textes seront lus par un vrai écrivain qui choisira les gagnants. » En rentrant à l'appartement, ils trouvèrent Mathieu qui les attendait sur le palier. Une expression grave sur le visage qui confirma les craintes de Sophie. « Léonie, peux-tu t'occuper de Louis un moment ?» demanda Sophie, après avoir ouvert la porte. « Monsieur Mathieu et moi devons discuter de quelque chose. » La fillette acquiesça avec une maturité qui serra le cœur de sa mère. À 8 ans, elle savait déjà lire les tensions adultes et adapter son comportement en conséquence. Dans la cuisine, Sophie prépara machinalement du café, tandis que Mathieu s'asseyait à la table, sortant une enveloppe de sa serviette en cuir. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, incapable de supporter plus longtemps le suspense. Mathieu prit une profonde inspiration. « J'ai eu des nouvelles qui pourraient vous concerner. Mon ami Julien, qui travaille au service juridique d'une grande banque, a entendu parler d'un certain
Vincent Mercier qui cherche à obtenir un prêt important. Sophie se figea, la tasse qu'elle tenait tremblant dangereusement dans sa main. Vincent, ce nom qu'elle évitait même de prononcer dans ses pensées. « Continue », murmura-t-elle. Sa gorge soudain sèche. Il semble qu'il soit dans une situation financière désastreuse. Apparemment, il a accumulé des dettes de jeu considérables. Et pour convaincre la banque de lui accorder ce prêt, il a mentionné qu'il avait un fils dont il comptait demander la garde pour percevoir les allocations familiales. La tasse s'écrasa au sol, éclatant en morceaux qui semblaient refléter l'état intérieur de Sophie. « Non !» souffla-t-elle. « Non, c'est impossible. Il n'a jamais voulu de Louis. Il disait que ce n'était même pas sûr que ce soit son fils. » Mathieu se leva pour l'aider à s'asseoir, alarmé par sa pâleur soudaine. « Sophie, respirez. Ce n'est qu'une information, pas une menace immédiate. Vincent ne sait pas où vous êtes. Il bluffe probablement pour impressionner le banquier. »« Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle, passant inconsciemment au tutoiement sous le coup de l'émotion. « S'il a besoin d'argent, il est capable de tout, absolument tout. » Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur alors qu'une autre pensée la frappait. « Et s'il nous cherchait déjà? Et s'il avait engagé quelqu'un pour nous retrouver? »« Sophie, regarde-moi, » dit fermement Mathieu en prenant ses mains glacées dans les siennes. « Même si Vincent vous cherche, il ne vous trouvera pas facilement. L'appartement est à mon nom, vous n'avez laissé aucune trace administrative. Nous avons été très prudents. Et quand bien même il vous retrouverait, je ne le laisserai pas vous approcher, ni toi ni les enfants. » Elle le fixa longuement, s'accrochant à la détermination qu'elle lisait dans son regard, comme à une bouée de sauvetage. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi fais-tu tout cela pour nous ?» La question flottait entre eux depuis des mois, jamais vraiment formulée, jamais complètement répondue. Mathieu hésita comme s'il cherchait lui-même à comprendre la profondeur de son engagement. Au début, c'était par humanité, je suppose, puis par affection pour Léonie et Louis. Et maintenant, il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Maintenant, encouragea Sophie, son cœur battant étrangement fort. Maintenant, c'est parce que vous êtes devenue ma famille, admit-il simplement. La famille que je n'ai jamais eue, et on protège sa famille, quoi qu'il en coûte. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Pour la première fois, Sophie voyait clairement ce que Mathieu représentait pour elle aussi. Non pas seulement un sauveur ou un bienfaiteur, mais un homme qui avait progressivement rempli les vides laissés par la violence et l'abandon. Un homme qui avait apporté non seulement la sécurité matérielle, mais aussi ce sentiment précieux d'appartenance. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle finalement, se raccrochant à l'aspect pratique pour ne pas se laisser submerger par l'émotion. « J'ai consulté Maître Rousseau, » répondit Mathieu, revenant lui aussi sur un terrain plus concret. « Elle suggère d'officialiser votre situation. Actuellement, Louis n'a pas de père déclaré légalement, ce qui pourrait effectivement permettre à Vincent de revendiquer ses droits s'il parvenait à prouver sa paternité. Et comment l'en empêcher? Il existe plusieurs options. La plus simple serait de documenter les violences que vous avez subies. Avec les rapports du docteur Leclerc et peut-être des témoignages des personnes qui vous ont connu à cette époque, nous pourrions obtenir une ordonnance de protection. » Sophie secoua la tête, paniquée à l'idée d'affronter son passé de manière si publique. « Je ne veux pas étaler tout ça devant un tribunal. Je ne veux pas que Léonie entende ces histoires, qu'elle sache. »« Elle n'aura pas à l'entendre, » assura Mathieu, « et rien ne serait étalé. Ces procédures sont confidentielles, Sophie, mais elles vous donneraient une protection légale que vous n'avez pas actuellement. » Il hésita avant d'ajouter « Il y a aussi une autre possibilité, mais c'est à vous de juger si elle est envisageable. » « Laquelle ? Si Louis avait un autre père légalement reconnu, Vincent n'aurait plus aucun droit à faire valoir. » Sophie le fixa, interdite. « Tu veux dire, je pourrais reconnaître Louis, » confirma doucement Mathieu. « Légalement, je deviendrai son père. Vincent n'aurait plus aucun recours, surtout s'il n'a jamais fait de démarche pour le reconnaître lui-même. » La proposition était si inattendue que Sophie resta sans voix. Mathieu s'empressa d'ajouter « Ce ne serait qu'une formalité administrative, bien sûr. Cela ne changerait rien à notre arrangement actuel. C'est juste une solution juridique pour protéger Louis. » Une formalité administrative. Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Sophie, car au fond d'elle-même, elle savait que ce geste représenterait bien plus.
l'officialisation de ces liens profonds qui s'étaient tissés entre eux, la reconnaissance que Mathieu était déjà, dans les faits sinon dans la loi, une figure paternelle pour ses enfants. « Je dois y réfléchir », murmura-t-elle finalement. « C'est une décision importante. »« Bien sûr », acquiesça Mathieu. « Prends tout le temps nécessaire. En attendant, j'ai renforcé la sécurité de l'immeuble et j'ai demandé à un ami qui travaille dans la sécurité de garder un œil sur les alentours, juste par précaution. » Sophie hocha la tête, reconnaissante pour ces mesures concrètes qui apaisaient quelque peu son angoisse immédiate. « Maman » appela doucement Léonie depuis le seuil de la cuisine. « Louis s'est endormi. Est-ce que tout va bien ?» Sophie força un sourire rassurant. « Oui, ma chérie. Monsieur Mathieu et moi discutions juste de questions d'adultes ennuyeuses. » La fillette les observa tour à tour, son regard perspicace semblant lire au-delà de leurs expressions. Composée. Puis, avec une sagesse qui dépassait largement son âge, elle déclara « Vous savez, quand j'ai peur dans mon lit la nuit, je me rappelle ce que tu me dis toujours, maman. Tant qu'on est ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. » Sur ces mots, elle s'approcha et prit la main de sa mère dans sa petite paume. Puis, après une légère hésitation, saisit également celle de Mathieu, formant un pont entre les deux adultes. « Ensemble » répéta-t-elle, avec une conviction « tranquille ». Mathieu et Sophie échangèrent un regard par-dessus la tête de l'enfant, un regard où se mêlaient émotion, détermination et cette étrange certitude que, quels que soient les obstacles à venir, ils les affronteraient exactement comme l'avait dit Léonie, ensemble. Le mois de mai s'écoulait paisiblement, apportant ces journées de plus en plus longues et chaudes. Dans l'appartement de Belleville, la vie avait retrouvé une apparente normalité malgré l'épée de Damoclès que représentait la menace potentielle de Vincent. Sophie avait finalement accepté de rencontrer Maître Rousseau, une avocate d'une cinquantaine d'années, au regard bienveillant mais déterminé, qui l'avait immédiatement mise en confiance. « Nous avons plusieurs options solides », avait-elle expliqué après avoir écouté attentivement l'histoire de Sophie. La violence conjugale que vous avez subie, documentée par votre psychiatre, constitue un motif incontestable pour refuser tout droit de visite à M. Mercier, même s'il parvenait à prouver sa paternité. Ces assurances avaient quelque peu apaisé les angoisses de Sophie, même si elle sursautait encore à chaque bruit inattendu dans l'escalier de l'immeuble. Quant à la proposition de Mathieu concernant la reconnaissance légale de Louis, elle la gardait en réserve, dans un coin de son esprit, ni totalement acceptée, ni complètement rejetée. Ce matin-là, l'excitation était à son comble chez les Moreau. Les résultats du concours d'écriture devaient être annoncés et Léonie, habituellement si mesurée, ne tenait pas en place. Elle avait choisi avec soin sa tenue, une robe bleue que Mathieu lui avait offerte pour son anniversaire et des sandales blanches toutes neuves. « Et si je ne gagne pas, maman ?» demanda-t-elle pour la énième fois en se tordant nerveusement une mèche de cheveux. « Alors tu auras tout de même écrit une magnifique histoire dont tu peux être fière, » répondit patiemment Sophie en ajustant le col de la robe. « Gagner ou perdre n'est pas l'important, ma chérie. C'est d'avoir eu le courage de participer, de partager ton talent avec les autres. » Léonie acquiesça solennellement, même si son regard trahissait toujours son anxiété. À 8 ans, elle portait déjà le poids d'une responsabilité qui n'aurait pas dû être la sienne, celle de réussir, d'être forte, comme pour compenser les fragilités de sa mère. La sonnette retentit, et comme toujours, le visage de Léonie s'illumina instantanément. « C'est Monsieur Mathieu », s'écria-t-elle en courant vers la porte. Mais ce matin-là, contrairement à son habitude, Mathieu n'apportait pas de viennoiserie. Son visage était grave, ses traits tirés comme s'il n'avait pas dormi. « Bonjour, petite lionne », dit-il. Néanmoins avec chaleur, en se penchant pour embrasser Léonie sur le front. « Prête pour le grand jour ?»« Oui, mais j'ai un peu peur, » admit-elle, en glissant sa petite main dans celle, beaucoup plus grande, de Mathieu. « C'est normal d'avoir peur, ça prouve que quelque chose compte vraiment pour toi. » Sophie, qui observait cette scène depuis le couloir, fut frappée une fois de plus par la complicité naturelle qui s'était tissée entre sa fille et cet homme. Mathieu savait toujours trouver les mots justes, ceux qui rassuraient sans banaliser, qui encourageaient sans mettre de pression. Il était devenu, sans même qu'elle s'en rende compte, une présence paternelle stable dans la vie de ses enfants,
Tout va bien ?» demanda-t-elle lorsque Léonie fut retournée dans sa chambre pour chercher son cartable. Mathieu hésita, jetant un regard vers le couloir pour s'assurer que la fillette était hors de portée de voix. « Pas vraiment », admit-il à voix basse. « J'ai reçu des nouvelles préoccupantes. Mais ça peut attendre après l'école. C'est le grand jour de Léonie. Ne gâchons pas ça. » Sophie sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce ton, cette façon qu'avait Mathieu de minimiser les problèmes pour la protéger. « C'est Vincent ?» murmura-t-elle, sa plus grande crainte prenant immédiatement forme dans son esprit. Mathieu hésita, puis acquiesça brièvement. « On en parlera plus tard, je te promets. Pour l'instant, concentrons-nous sur Léonie. » La matinée se déroula dans une atmosphère étrange, où l'excitation de Léonie contrastait avec l'anxiété croissante de sa mère. Sophie déposa Louis chez sa nounou comme d'habitude, puis se rendit à son cours de formation. Mais elle fut incapable de se concentrer, l'esprit obnubilé par les possibles menaces que Mathieu lui révélerait plus tard. À midi, alors qu'elle consultait machinalement son téléphone pendant la pause déjeuner, elle vit un message de l'école de Léonie. Le cœur battant, elle l'ouvrit, s'attendant presque à une mauvaise nouvelle concernant sa fille. Au lieu de cela, le message la fit sourire pour la première fois de la journée. « Nous sommes heureux de vous annoncer que Léonie Moreau a remporté le premier prix du concours d'écriture inter-école. La cérémonie de remise des prix aura lieu demain à 16h à la mairie du 20e arrondissement. Félicitations. » Les yeux embués de larmes de fierté, Sophie s'empressa de transférer le message à Mathieu, ajoutant simplement « Notre petite Chalion a gagné. » Sa réponse fut immédiate. « Je n'en ai jamais douté. On fête ça ce soir. » Ce bref échange, si normal, si chaleureux, apaisa momentanément les angoisses de Sophie. Quelles que soient les nouvelles que Mathieu avait à lui annoncer, elle pouvait attendre encore quelques heures. Pour l'instant, elle voulait simplement savourer cette victoire, ce petit bonheur arraché à une vie qui ne les avait pas épargnés. L'après-midi lui parut interminable. Quand enfin elle récupéra Louis, puis Léonie à la sortie de l'école, elle eut du mal à contenir son émotion en voyant le certificat de victoire que sa fille brandissait fièrement. « Madame Bonnet dit que mon histoire était la plus originale et la plus touchante. » s'exclama Léonie, les yeux brillants d'excitation. « Et devine quoi? Elle sera publiée dans le journal de l'arrondissement et je vais recevoir mon prix des mains d'un vrai écrivain demain. »« Je suis tellement fière de toi, ma chérie, » répondit Sophie en serrant sa fille contre elle. « Tellement, tellement fière. » De retour à l'appartement, elles trouvèrent Mathieu qui les attendait avec un énorme bouquet de fleurs pour Léonie et un gâteau sur lequel il avait fait inscrire « Félicitations à notre écrivaine préférée ». Le visage de la fillette s'illumina d'une joie si pure, si complète, que pendant un instant, tous les soucis du monde adulte semblèrent s'effacer. Ils fêtèrent la victoire de Léonie comme elle le méritait, la laissant raconter en détail les réactions de ses camarades et de sa maîtresse, l'encourageant à lire à haute voix l'histoire qui lui avait valu cette reconnaissance. Sophie fut émue aux larmes en l'écoutant. Ce conte sur une étoile tombée du ciel était si évidemment une métaphore de leur propre histoire, racontée avec une sensibilité et une profondeur stupéfiante pour une enfant de 8 ans. Ce n'est qu'après que Léonie fut couchée, épuisée par tant d'émotions, et que Louis dormait paisiblement dans son berceau, que Mathieu et Sophie s'installèrent dans le salon pour la conversation qu'ils avaient repoussée toute la journée. « Alors ?» demanda Sophie sans préambule, préférant affronter directement ses peurs plutôt que de prolonger l'incertitude. Mathieu prit une profonde inspiration. « J'ai reçu un appel de mon contact à la banque hier soir. Vincent Mercier a obtenu son prêt contre toute attente. » Sophie fronça les sourcils, perplexe. « Comment est-ce possible? Tu m'avais dit qu'il était criblé de dettes. » C'est le « et » cas, mais il semble qu'il ait présenté des garanties inattendues, des documents prouvant qu'il est le père biologique de Louis et une demande officielle de garde qu'il s'apprête à déposer. Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. « Des documents? Quels documents? Il n'a jamais reconnu Louis. » « Des résultats de tests ADN, expliqua gravement Mathieu. Apparemment, il aurait récupéré un objet appartenant à Louis, peut-être une tétine ou un vêtement que vous auriez laissé derrière vous lors de votre départ précipité, et l'aurait utilisé pour faire réaliser ce test en privé. « C'est légal, ça ?» s'indigna Sophie, la panique commençant à monter en elle.
Pas vraiment, mais ça suffit à créer un doute, à ouvrir une procédure. Et Vincent semble déterminé. Il a engagé un avocat spécialisé en droit de la famille. Sophie se leva brusquement, incapable de rester assise tant l'angoisse la submergeait. « Il ne veut pas Louis », dit-elle avec une certitude absolue. « Il n'a jamais voulu de lui, il veut juste l'argent des allocations, ou se venger de moi pour être parti, ou... » « Je sais », l'interrompit doucement Mathieu, en se levant à son tour pour la rejoindre. « Et c'est exactement ce que nous dirons au juge, si les choses vont jusque-là. Mais Sophie, il y a autre chose. » Elle le regarda, alarmée par son ton. « Quoi ? » ?»« Vincent a commencé à faire des recherches pour te retrouver. Mon contact l'a entendu mentionner qu'il avait engagé quelqu'un, un ancien collègue qui travaille dans la sécurité, pour suivre ta trace. Cette fois, la panique submergea complètement Sophie. « Il va nous trouver, » murmura-t-elle, le souffle court. « Il va nous trouver, et il va prendre Louis ou nous faire du mal ou... » « Sophie, regarde-moi, » dit fermement Mathieu, en prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Il ne vous trouvera pas facilement. Cet appartement est au nom de ma tante. Il n'y a aucun lien avec moi dans les documents officiels. Tu n'as laissé aucune trace administrative. Tu n'utilises pas les réseaux sociaux, tu n'as pas de carte bancaire à ton nom. Nous avons été très prudents. Mais il suffit d'une erreur, d'une coïncidence, » insista Sophie, incapable de contrôler sa spirale d'anxiété. « C'est pourquoi j'ai pris des mesures supplémentaires, » expliqua calmement Mathieu. « J'ai engagé un service de sécurité discret qui surveille l'immeuble 24 heures sur 24. J'ai également parlé à Maître Rousseau, qui a déjà préparé une demande d'ordonnance de protection basée sur les violences que tu as subies. Ces précautions concrètes apaisèrent légèrement Sophie, mais pas suffisamment pour dissiper sa terreur. Elle connaissait Vincent, sa ténacité, sa capacité à manipuler le système, sa rage quand il se sentait défié. « Il y a aussi l'autre option », rappela doucement Mathieu. « Si je reconnais légalement Louis, cela compliquerait considérablement la démarche de Vincent, voire la rendrait impossible. » Sophie le fixa longuement, pesant cette proposition qui semblait de plus en plus être leur meilleure protection. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle finalement. « C'est un engagement majeur, Mathieu. Légalement, tu deviendrais le père de Louis pour toujours. » Il soutint son regard sans hésitation. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, Sophie. Ces derniers mois avec vous trois ont été les plus significatifs, que j'ai vécu depuis toujours en fait. Louis est déjà comme un fils pour moi. Le reconnaître légalement ne ferait qu'officialiser ce que je ressens déjà. » L'émotion noua la gorge de Sophie. Cet homme qui était entré dans leur vie par hasard cette nuit glaciale de décembre était prêt à lier son destin au leur de la manière la plus officielle qui soit. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Faisons-le. » Le soulagement qui se peignit sur le visage de Mathieu était si sincère, si profond, qu'il balaya les derniers doutes de Sophie. Ce n'était pas qu'une stratégie légale pour lui, c'était bien plus. Ils fixèrent les détails pratiques. Maître Rousseau s'occuperait des démarches dès le lendemain, leur évitant d'avoir à se présenter en personne à la mairie. En parallèle, la demande d'ordonnance de protection serait déposée, créant une double barrière de sécurité contre les tentatives de Vincent. Alors que Mathieu s'apprêtait à partir, Sophie l'arrêta dans l'entrée, saisie d'une impulsion soudaine. Sans réfléchir, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger sur sa joue, le premier geste de tendresse véritable qu'elle initiait envers lui. « Merci », dit-elle simplement. « Pour tout. » Mathieu la regarda avec une intensité qui la fit rougir. « Il n'y a pas de quoi me remercier, Sophie. Je fais ça autant pour moi que pour vous. Vous êtes ma famille maintenant. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Sophie après son départ. Famille, ce concept qui lui avait été arraché si brutalement par la violence de Vincent, puis reconstruit pierre par pierre dans cet appartement de Belleville, grâce à la résilience de Léonie, au sourire de Louis et à la présence constante et rassurante de Mathieu. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Sophie ne vérifia pas 3 fois les verrous avant de se coucher. Elle ne prépara pas mentalement un sac d'urgence. Elle ne se réveilla pas en sursaut, le cœur battant, persuadée d'avoir entendu des pas dans l'escalier. Au lieu de cela, elle s'endormit paisiblement, bercée par la certitude nouvelle qu'il n'était plus seul face à l'adversité,
qu'ils étaient, comme l'avait si simplement dit Léonie, ensemble, et que cette fois ensemble signifiait 4, pas 3. La cérémonie de remise des prix se déroula dans la salle des mariages de la mairie du 20e arrondissement, un espace élégant aux boiseries anciennes et aux hauts plafonds ornés de moulures. Léonie, dans sa robe bleue, se tenait très droite parmi les autres enfants sélectionnés, ses yeux parcourant régulièrement la salle à la recherche de sa mère et de Mathieu. Sophie et Mathieu étaient assis côte à côte au 3e. Rang, Louis sagement installé sur les genoux de sa mère. Le petit garçon, désormais âgé d'1 an, observait avec curiosité les lumières et la foule gazouillant joyeusement par moments. « Elle est si belle !» murmura Sophie, ne quittant pas sa fille des yeux. Et elle a l'air si grande, si confiante. Mathieu sourit, ému par la fierté qui transparaissait dans la voix de Sophie. « Elle tient ça de sa mère », répondit-il simplement. Sophie lui jeta un regard surpris. « De moi ? Je suis tout sauf confiante, Mathieu. Tu confonds confiance et absence de peur, dit-il doucement. La vraie confiance, c'est d'avancer malgré la peur. C'est exactement ce que tu fais chaque jour, et c'est ce que Léonie a appris en te regardant. » Ces paroles touchèrent Sophie plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant si longtemps, elle s'était vue uniquement à travers le prisme de ses faiblesses, ses crises d'angoisse, ses moments de dissociation, sa terreur face à Vincent. L'idée que sa fille puisse avoir tiré de la force de son exemple, plutôt que d'avoir été handicapée par ses fragilités, était une perspective entièrement nouvelle. Le maire du 20e arrondissement, une femme d'une 60aine d'années, à l'allure dynamique, prit la parole pour féliciter tous les participants au concours d'écriture. Puis elle introduisit l'écrivain qui avait présidé le jury, un auteur reconnu de livres pour enfants, dont Léonie possédait plusieurs ouvrages. Lorsque vint le moment d'annoncer les gagnants, Sophie serra instinctivement la main de Mathieu, soudain aussi nerveuse que si c'était elle qui attendait le verdict. Et le premier prix, annonça l'écrivain avec un sourire chaleureux, est décerné à Léonie Moreau, pour son histoire, L'étoile tombée du ciel, un récit d'une sensibilité remarquable qui nous rappelle le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, tandis que Léonie, les joues empourprées mais le regard brillant de fierté, s'avançait pour recevoir son prix, un beau livre relié contenant des contes du monde entier et un certificat dans un cadre doré. « Voudrais-tu dire quelques mots, Léonie ?» proposa gentiment l'écrivain en lui tendant le microphone. La fillette hésita un instant, puis acquiesça. Lorsqu'elle parla, sa voix était claire et assurée, sans trace de la timidité qui l'avait caractérisée quelques mois plus tôt. « Je voudrais remercier ma maîtresse, Madame Bonnet, qui m'a toujours encouragé à écrire, » commença-t-elle. « Et aussi ma maman, qui est la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle m'a appris que même quand on tombe très bas, on peut toujours se relever. » Elle marqua une pause, son regard se posant sur Mathieu. « Et je voudrais aussi remercier Monsieur Mathieu, qui nous a montré qu'il existe encore des anges sur terre, même si parfois ils ne portent pas d'ailes, mais des costumes et des cravates. » Un rire attendri parcourut l'assemblée, tandis que Mathieu sentait une émotion intense lui serrer la gorge. À côté de lui, Sophie essuyait discrètement une larme. « Mon histoire parle d'une étoile qui a perdu sa lumière, » poursuivit Léonie, mais qui la retrouve grâce à l'amour d'une petite fille. Je crois que c'est vrai dans la vraie vie aussi. Quand on aime quelqu'un, on l'aide à briller à nouveau. Sur ces mots d'une sagesse stupéfiante pour son âge, elle rendit le microphone et rejoignit sa place sous les applaudissements nourris de l'assistance. La cérémonie se poursuivit, mais Sophie n'écoutait plus vraiment. Les paroles de sa fille résonnaient dans son esprit, révélant une compréhension de leur parcours qu'elle n'aurait jamais soupçonnée chez une enfant si jeune. Léonie n'avait pas seulement survécu à leurs épreuves, elle en avait tiré une sagesse et une profondeur qui la rendaient exceptionnelle. Après la cérémonie, alors qu'ils se dirigeaient vers un petit café pour célébrer la victoire de Léonie autour d'une glace, une gâterie rare que la fillette adorait, Mathieu reçut un appel qui le fit s'écarter pour répondre. Lorsqu'il revint vers eux, son expression était à la fois soulagée et grave. « C'était Maître Rousseau », expliqua-t-il à voix basse à Sophie, pendant que Léonie, quelques pas devant eux, montrait fièrement son prix à Louis qui tendait ses petites mains vers le livre brillant. « Les papiers pour la reconnaissance de Louis sont prêts, nous pouvons signer demain. » Sophie acquiesça, un mélange complexe d'émotions l'envahissant.
Cette signature officialiserait un changement profond dans leur vie. Mathieu ne serait plus simplement leur bienfaiteur, leur ami. Il deviendrait légalement le père de Louis, lié à eux par la loi en plus des liens affectifs qui s'étaient tissés au fil des mois. Il y a autre chose, ajouta Mathieu, son ton devenant plus sérieux. Les agents de sécurité que j'ai engagés ont repéré un homme qui observait l'immeuble hier soir. D'après la description, il pourrait s'agir de Vincent. Sophie s'arrêta net, la terreur glaçant son sang. « Tu en es sûr ?»« Non, pas à 100%. Mais par précaution, j'ai renforcé la surveillance. Et je pense qu'il serait plus sûr que vous ne retourniez pas à l'appartement ce soir. »« Où irions-nous » demanda Sophie, la panique commençant. « À monter en aile. »« Chez moi » répondit simplement Mathieu. « Mon appartement est dans un immeuble sécurisé du 16e, avec gardien et caméra. Vincent ne pourrait jamais y entrer, même s'il découvrait d'une façon ou d'une autre que vous y êtes. » Sophie hésita, partagée entre la peur de Vincent et l'appréhension de franchir cette nouvelle étape avec Mathieu. Dormir sous son toit, entrer dans son espace privé, c'était un niveau d'intimité qu'ils n'avaient pas encore atteint, malgré leur proximité croissante. « Juste pour quelques jours », précisa Mathieu, sentant son hésitation. « Le temps que Maître Rousseau obtienne l'ordonnance de protection et que la reconnaissance de Louis soit officialisée. Ensuite, vous pourrez rentrer à Belleville, si vous le souhaitez. » Sophie regarda Léonie qui s'était arrêtée un peu plus loin, observant avec perplexité les adultes figés en pleine conversation. Son instinct maternel prit immédiatement le dessus sur ses réticences personnelles. « D'accord », acquiesça-t-elle. « Mais comment l'expliquer à Léonie? Je ne veux pas l'effrayer. » « On pourrait lui présenter cela comme une petite aventure, » suggéra Mathieu. « Une façon de célébrer son prix, peut-être ?» Cette idée semblait raisonnable. Sophie appela sa fille, qui les rejoignit en sautillant. « Léonie, ma chérie » commença-t-elle, s'efforçant d'adopter un ton enjoué. « Monsieur Mathieu nous invite à passer quelques jours chez lui pour fêter ton prix. Qu'en penses-tu? Il paraît qu'il a une vue magnifique sur la tour Eiffel depuis son salon. » Les yeux de Léonie s'écarquillèrent d'excitation. « Vraiment? On pourrait la voir s'illuminer le soir ?»« Absolument, » confirma Mathieu avec un sourire. « Et il y a même une petite chambre qui serait parfaite pour toi, avec une bibliothèque pleine de livres que ma nièce a laissés lors de ses visites. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite ?» s'enthousiasma la fillette, toute fatigue oubliée. « Après notre glace, » tempéra Sophie. « Mais il faudrait d'abord passer à l'appartement pour prendre quelques affaires. » Mathieu secoua imperceptiblement la tête. « Pas besoin, dit-il. J'ai tout ce qu'il faut chez moi, des brosses à dents neuves, des pyjamas. Ma sœur et sa fille viennent souvent. L'appartement est équipé pour accueillir des invités. Et demain, je pourrai aller chercher ce dont vous avez besoin à Belleville pendant que vous serez en sécurité chez moi. » Sophie comprit le message implicite. Mathieu ne voulait pas qu'ils retournent à l'appartement, même brièvement, par crainte que Vincent ne les y attende. Cette réalisation renforça sa propre appréhension, mais elle s'efforça de maintenir une expression sereine pour ne pas alarmer Léonie. « C'est une excellente idée », approuva-t-elle avec un sourire forcé, une vraie petite escapade improvisée. L'appartement de Mathieu se révéla être un spacieux duplex dans un immeuble haussmannien, proche du Trocadéro. Contrairement à ce que Sophie avait imaginé, un lieu froid et impersonnel, à l'image de la solitude dans laquelle Mathieu avait vécu pendant des années, l'espace était chaleureux, avec de hauts plafonds, des murs couverts de bibliothèques et effectivement une vue imprenable sur la tour Eiffel depuis la terrasse. « C'est magnifique », souffla Sophie, tandis que Léonie courait déjà d'une pièce à l'autre, émerveillée par ce nouvel univers. « C'était assez austère avant, » admit Mathieu. « J'ai fait redécorer il y a quelques mois. Je crois que vous rencontrer m'a donné envie de créer un vrai foyer, pas juste un endroit où dormir. » Cette confession toucha Sophie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. L'idée que leur présence dans sa vie avait changé Mathieu aussi profondément qu'ils les avaient changés eux-mêmes créait un sentiment de réciprocité qui effaçait la dynamique initiale bienfaiteur-bénéficiaire. La soirée se déroula dans une atmosphère étrangement domestique, comme si ce schéma familial, Mathieu préparant le dîner pendant que Sophie donnait le bain à Louis, Léonie mettant la table en bavardant joyeusement, était leur routine quotidienne depuis toujours. Après ce repas, ils s'installèrent sur la terrasse pour admirer la tour Eiffel qui s'illuminait.
provoquant des exclamations enchantées de Léonie. Plus tard, alors que les enfants dormaient paisiblement, Louis, dans un berceau que Mathieu avait mystérieusement fait apparaître pour les visites de sa nièce, Léonie dans une chambre d'amis au mur couleur lavande, Sophie et Mathieu se retrouvèrent seuls dans le salon, un verre de vin à la main. « Merci pour tout ça, » dit doucement Sophie, « pour nous avoir mis en sécurité, pour rendre cette situation effrayante presque normale aux yeux de Léonie. »« C'est normal, » répondit simplement Mathieu. « Je ferai n'importe quoi pour vous protéger tous les trois. » Le silence qui suivit était chargé de non-dits, de sentiments qui avaient grandi entre eux au fil des mois mais qu'aucun n'avait osé nommer explicitement. « Demain, je serai légalement le père de Louis, » dit finalement Mathieu, son regard fixé sur les lumières de Paris qui scintillaient par la baie vitrée. C'est étrange comme la vie prend parfois des tournants inattendus. Il y a 6 mois, j'étais un homme seul qui avait renoncé à l'idée même de famille. Et maintenant, encouragea Sophie, son cœur battant étrangement, fort. Mathieu se tourna vers elle, son regard d'une intensité qui la fit frissonner. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous trois. Je sais que notre arrangement a commencé comme une forme d'aide, de soutien. Mais ce que je ressens aujourd'hui va bien au-delà de ça, Sophie. Elle retint son souffle, à la fois effrayée et impatiente d'entendre la suite. Je suis tombé amoureux de vous, continua-t-il simplement. Pas seulement de Léonie et Louis, bien que je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants, mais de vous, Sophie, de votre courage, de votre force, de la façon dont vous vous battez chaque jour pour reconstruire votre vie, de votre sourire, qui devient chaque jour un peu plus confiant, de tout ce que vous êtes. Sophie resta silencieuse, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait se jeter dans ses bras, lui avouer que ses sentiments étaient réciproques, que la tendresse et l'admiration qu'elle ressentait pour lui s'étaient transformées en quelque chose de plus profond au fil des semaines. Mais une autre partie, celle qui portait encore les cicatrices de Vincent, était terrifiée par cette vulnérabilité, par le risque de faire à nouveau confiance à un homme. « Tu n'as pas à répondre maintenant », ajouta doucement Mathieu, lisant son conflit intérieur sur son visage. « Je voulais juste que tu saches où j'en suis. Quoi qu'il arrive avec Vincent, quelles que soient les décisions que tu prendras pour ton avenir et celui des enfants, mes sentiments ne changeront pas. Et ils ne sont assortis d'aucune condition, d'aucune attente. » Ces derniers mots touchèrent Sophie au plus profond d'elle-même. C'était peut-être la différence la plus fondamentale entre Mathieu et Vincent. Là où ce dernier exigeait, contrôlait, imposait, Mathieu offrait, proposait, respectait. Là où Vincent l'avait fait se sentir constamment insuffisante, Mathieu la faisait se sentir précieuse, exactement telle qu'elle était. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle finalement. « Pas parce que je ne ressens rien pour toi, Mathieu. Au contraire. Mais parce que ce que je ressens m'effraie. La dernière fois que j'ai aimé un homme, il a failli me détruire. Je ne suis pas sûr de savoir comment aimer sainement. Le temps, c'est exactement ce que je peux t'offrir, répondit-il avec un sourire doux. Ça, est la promesse que jamais je ne te ferai du mal intentionnellement. Je ne prétends pas être parfait, Sophie, je ferai des erreurs, mais je te promets de toujours t'écouter, de toujours respecter tes limites et de toujours traiter tes enfants avec le même amour et le même respect que je te porte. Une larme roula sur la joue de Sophie, non pas une larme de tristesse ou de peur, mais une larme de soulagement, comme si un poids immense qu'elle n'avait même pas conscience de porter venait soudain d'être soulevé de ses épaules. « Merci », dit-elle simplement, « pour être si patient, si compréhensif. » Mathieu sourit puis tendit doucement la main vers elle. Après une brève hésitation, Sophie la prit, entrelaçant ses doigts aux siens dans ce geste simple mais profondément intime, un premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait étrangement à l'espoir. Le lendemain, matin, Sophie fut réveillée par le gazouillis joyeux de Louis qui s'agitait dans son berceau, baigné par la lumière dorée du soleil levant. La chambre d'amis où elle avait dormi était spacieuse et élégante, avec des rideaux de soie crème et une vue panoramique sur les toits de Paris. Un instant, elle eut du mal à se rappeler où elle se trouvait. Puis, tout lui revint. L'appartement de Mathieu, leur conversation de la veille, sa déclaration. Curieusement, à la lumière du jour, les sentiments qui l'avaient agité semblaient plus clairs, moins intimidants. Comme si le simple fait que Mathieu ait exprimé ses sentiments
sans exiger de réponse immédiate, avait libéré quelque chose en elle. Après avoir changé et habillé Louis, elle sortit dans le couloir et entendit des voix provenant de la cuisine, celle de Léonie, animée et enthousiaste, et celle plus grave et mesurée de Mathieu. Le parfum du café fraîchement moulu et des croissants chauds flottait dans l'air. Dans la cuisine, elle découvrit Léonie perchée sur un tabouret haut, surveillant attentivement une poêle où Mathieu préparait ce qui ressemblait à des crêpes. « Bonjour maman », s'exclama Léonie en l'apercevant. « Monsieur Mathieu m'apprend à faire des crêpes. Il dit que c'est une recette de sa grand-mère bretonne. »« Bonjour », sourit Sophie, touchée par cette scène domestique. « Ça sent délicieusement bon. » Mathieu se tourna vers elle, une spatule à la main. Ses cheveux légèrement ébouriffés et son expression détendue lui donnèrent un air plus jeune, plus accessible que d'habitude. « Bonjour », dit-il simplement, mais son regard communiquait bien plus. Une chaleur, une tendresse qui firent rougir Sophie. « J'espère que tu as bien dormi ?»« Étonnamment bien », admit-elle, s'avançant pour installer Louis dans la chaise haute que Mathieu avait manifestement préparée pour lui. « Mieux que depuis longtemps, en fait. »« C'est parce qu'ici, on est en sécurité », intervint Léonie avec la perspicacité qui la caractérisait. « Pas vrai, maman. C'est comme une forteresse. » Sophie échangea un regard avec Mathieu, surprise par l'intuition de sa fille. Avait-elle perçu leur inquiétude concernant Vincent, ou était-ce simplement une observation innocente sur l'immeuble? « Sécurisé? C'est vrai que c'est un endroit très sûr, » confirma-t-elle prudemment. « Et puis on est ensemble, » ajouta Léonie en versant soigneusement un peu de pâte dans la poêle sous la supervision attentive de Mathieu. « Toi, moi, Louis et Monsieur Mathieu, comme une vraie famille. » Un silence chargé d'émotion suivit cette déclaration. Sophie sentit sa gorge se nouer, incapable de répondre. Ce fut Mathieu qui, avec une douceur infinie, posa sa main sur l'épaule de Léonie. « C'est un très beau compliment que tu nous... Fais-la, petite lionne, » dit-il simplement. Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère chaleureuse, presque festive. Léonie était ravie de faire goûter à tout le monde ses crêpes, et même Louis semblait particulièrement joyeux, applaudissant et gazouillant plus fort que d'habitude. Ce ne fut qu'après le repas, lorsque Léonie s'installa dans le salon, avec un livre de la bibliothèque de Mathieu, et que Louis s'endormit pour sa sieste matinale, que les adultes purent aborder les sujets plus sérieux. « J'ai reçu un message de Maître Rousseau », annonça Mathieu, en aidant Sophie à débarrasser la table. Elle nous attend à son cabinet à 14 heures pour la signature des documents de reconnaissance. Sophie acquiesça, soudain nerveuse à l'idée de cette démarche officielle qui allait lier leur vie de façon permanente. Et, concernant Vincent, l'expression de Mathieu s'assombrit légèrement. Mes contacts ont confirmé qu'il s'agissait bien de lui devant l'immeuble hier. Il est revenu ce matin, a sonné à plusieurs reprises, puis est reparti visiblement contrarié. Sophie frissonna, imaginant la colère de Vincent. Elle connaissait trop bien les signes avant-coureurs de ces explosions de violence. Maître Rousseau a déposé la demande d'ordonnance de protection en urgence, poursuivit Mathieu. Avec les rapports du docteur Leclerc et mes témoignages sur ton état quand je vous ai trouvé, elle est confiante que le juge l'accordera rapidement. En attendant, j'ai engagé une surveillance supplémentaire pour l'immeuble de Belleville et j'ai demandé à ce qu'on me prévienne immédiatement si Vincent y retourne. « Merci », murmura Sophie, profondément touchée par toutes ces mesures qu'il prenait pour les protéger. « Je ne sais pas comment nous pourrons jamais te rembourser pour tout ça. » Mathieu s'arrêta dans son geste, posant délicatement une assiette qu'il était en train d'essuyer. « Sophie, il n'a jamais été question de remboursement. Ce que je fais, je le fais parce que vous comptez pour moi, tous les trois. » Il s'approcha d'elle, hésitant visiblement sur la distance à maintenir après sa déclaration de la veille. « Je ne veux pas te mettre la pression. Ce que je t'ai dit hier soir reste vrai. Mes sentiments ne sont assortis d'aucune attente. Que tu choisisses de rester à Belleville ou ici, que tu veuilles qu'on soit simplement amis ou plus, je continuerai à vous soutenir. Toujours. » Sophie le regarda longuement, frappée une fois de plus par la différence fondamentale entre cet homme et celui qui l'avait tant fait souffrir. Vincent avait toujours exigé, pris, dominé. Mathieu lui offrait, donnait, respectait. « J'ai beaucoup réfléchi cette nuit, » dit-elle finalement. « À nous, à ce que tu m'as dit. Et je crois que je suis prête à essayer, Mathieu. Pas à me précipiter, mais à ouvrir cette porte, à voir où cela pourrait nous mener. Si tu es d'accord pour y aller doucement. »
Le visage de Mathieu s'illumina d'une joie si pure, si profonde, que Sophie sentit son cœur s'accélérer. « J'attendrai le temps qu'il faudra, » dit-il simplement. « Nous avons tout notre temps. » Ils se regardèrent un long moment, puis, dans un geste qui semblait aussi naturel qu'inévitable, Mathieu se pencha vers elle. Sophie ferma les yeux, son corps tout entier tendu dans l'anticipation de ce premier baiser. La sonnerie stridente du téléphone de Mathieu brisa brutalement l'instant. Il s'écarta avec un soupir frustré, puis décrocha en voyant le nom qui s'affichait sur l'écran. « Oui, Philippe », répondit-il, faisant référence au chef de la sécurité qu'il avait engagé. Son expression changea instantanément, passant de la contrariété à une inquiétude profonde. « Quand ? Il a dit ça ? Non, surtout n'intervenez pas directement. Appelez la police. Oui, nous sommes en sécurité. Tenez-moi informé. » Il raccrocha, le visage grave. « Vincent est revenu à l'immeuble de Belleville », expliqua-t-il à Sophie qui s'était figée, alarmée par son ton. Cette fois, il était agité. Il a menacé la concierge, exigeant de savoir où vous étiez. Quand elle a dit qu'elle l'ignorait, il est devenu violent verbalement. Il a juré qu'il te retrouverait, que tu ne pouvais pas lui voler son fils. Sophie porta une main à sa bouche, la terreur familière l'envahissant à nouveau. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, « il ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas ?» La police a été appelée, la rassura Mathieu, et il ne sait pas où vous êtes. Vous êtes en sécurité ici, Sophie, je te le promets. Mais la peur qui s'était emparée d'elle n'était pas si facilement apaisée. Sophie connaissait la détermination de Vincent, sa capacité à manipuler les autres, à trouver les failles dans n'importe quel système. Si la police l'arrête, ce ne sera que temporaire, dit-elle tremblante. Il paiera une caution ou trouvera une excuse, et il recommencera. Et s'il découvre pour la reconnaissance de Louis, s'il apprend que tu vas légalement devenir son père, il deviendra fou de rage, Mathieu. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Quand il se sent défié, Mathieu la prit doucement par les épaules, son regard ancré dans le sien. « Sophie, écoute-moi. Je comprends ta peur, vraiment, mais nous avons pris toutes les précautions possibles. L'ordonnance de protection sera bientôt en place. La reconnaissance de Louis créera une barrière légale supplémentaire. Et physiquement, il ne peut pas vous atteindre ici. » « Je sais, mais... »« Maman ?» La voix de Léonie les interrompit. La fillette se tenait dans l'encadrement de la porte, son livre serré contre sa poitrine, les observant avec une expression inquiète. « Pourquoi tu as l'air si effrayée ?» Sophie s'efforça de composer un sourire rassurant. « Ce n'est rien de grave, ma chérie, juste un petit problème d'adulte. C'est à cause de papa, n'est-ce pas ?» demanda Léonie, sa perspicacité habituelle perçant à jour leur tentative de la protéger. « Il nous a retrouvés ?» Sophie échangea un regard alarmé avec Mathieu. Ils avaient toujours été prudents pour ne pas parler de Vincent devant Léonie, essayant de lui épargner cette source d'anxiété. « Comment ?» commença Sophie, mais Léonie l'interrompit. « Je t'entends parfois la nuit quand tu fais des cauchemars, » expliqua la fillette d'une voix étrangement mature. « Tu dis son nom et tu as peur. Et puis, je me souviens de lui, maman. Je me souviens. Comment il te faisait pleurer. Comment il cassait des choses quand il était en colère. » Sophie sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Malgré tous ses efforts pour protéger sa fille, Léonie avait été témoin de bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. « Oh, ma chérie !» murmura-t-elle, en s'agenouillant pour être à la hauteur de sa fille. « Je suis tellement désolée que tu aies vu tout ça, que tu t'en souviennes. »« Ce n'est pas grave, maman, » répondit Léonie en posant sa petite main sur la joue de sa mère. « Ce qui est important, c'est qu'on est parti. Et maintenant, on a Monsieur Mathieu. » Elle se tourna vers Mathieu, qui s'était également agenouillé à côté de Sophie. « Vous ne laisserez pas papa nous faire du mal, n'est-ce pas ? » « Jamais, » répondit-il avec une ferveur qui ne laissait place à aucun doute. « Je vous protégerai toujours, Léonie. Toi, Louis et ta maman. C'est une promesse. » La fillette acquiesça solennellement, puis, dans un geste qui surprit les deux adultes, elle passa ses bras autour du cou de Mathieu et le serra contre elle. « Je sais, » dit-elle simplement, « parce que vous nous aimez. Et l'amour est plus fort que la peur. » Mathieu la serra à son tour, profondément ému par cette confiance. Absolue. Par-dessus l'épaule de Léonie, il rencontra le regard de Sophie,
y lisant une émotion similaire à la sienne, un mélange d'émerveillement devant la sagesse de cet enfant et de détermination renouvelée à la protéger, quoi qu'il en coûte. Cet après-midi-là, leur petit groupe se rendit au cabinet de Maître Rousseau pour la signature des documents de reconnaissance. L'avocate les accueillit chaleureusement, prenant un moment particulier pour s'adresser à Léonie, visiblement impressionnée par sa maturité. « J'ai une bonne nouvelle », annonça-t-elle ensuite aux adultes. « Le juge a accordé l'ordonnance de protection en procédure d'urgence. Elle sera signifiée à Monsieur Mercier dès cet après-midi. Il lui sera légalement interdit de vous approcher, de vous contacter, ou même de se rendre à proximité de votre domicile ou des écoles des enfants. » Sophie sentit un poids immense se soulever de ses épaules. « Et s'il ne respecte pas cette ordonnance, il sera immédiatement arrêté et placé en détention, » répondit fermement Maître Rousseau. « Ces ordonnances sont prises très au sérieux par les forces de l'ordre, Sophie, particulièrement lorsqu'il y a des enfants impliqués. » Puis vint le moment solennel de la signature des documents. Mathieu apposa sa signature sur le formulaire de reconnaissance, déclarant officiellement être le père de Louis. En vertu de la loi française, cette reconnaissance unilatérale avait plein effet juridique, d'autant plus que Vincent n'avait jamais reconnu l'enfant lui-même. « Félicitations, monsieur Delacroix, » dit Maître Rousseau avec un sourire chaleureux. « Vous êtes officiellement le père de ce petit garçon. » Mathieu regarda Louis, qui somnolait paisiblement dans les bras de Sophie, puis Léonie qui observait la scène avec un mélange de curiosité et d'approbation. Une émotion intense l'envahit, le sentiment vertigineux d'être désormais responsable de cet être innocent, lié à lui par la loi, sinon par le sang. « Ça ne change pas grand-chose dans les faits, » murmura Sophie, en voyant son expression. « Tu étais déjà comme un père pour lui bien avant cette signature. »« Je sais, » répondit doucement Mathieu, « mais il y a quelque chose de profond dans cette officialisation, comme si l'univers reconnaissait enfin ce que mon cœur savait déjà. » Ils quittèrent le cabinet de Maître Rousseau avec le sentiment d'avoir franchi une étape cruciale. Non seulement ils avaient renforcé leur protection légale contre Vincent, mais ils avaient aussi solidifié les liens qui les unissaient en tant que famille. Une famille non conventionnelle, forgée dans l'adversité, mais une famille néanmoins. Cette nuit-là, alors que les enfants dormaient paisiblement dans leurs chambres respectives, Sophie et Mathieu se retrouvèrent à nouveau sur la terrasse, contemplant la tour Eiffel illuminée qui se découpait majestueusement contre le ciel nocturne de Paris. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit doucement Sophie. « Il y a 6 mois, j'étais sous un pont, terrifié, sans espoir. Et maintenant, je suis ici, dans l'un des plus beaux appartements de Paris, avec mes enfants en sécurité, et un homme qui nous aime. » Mathieu prit délicatement sa main dans la sienne. « La vie prend parfois des tournants inattendus. Pour moi aussi, tu sais. Il y a 6 mois, j'étais un homme seul qui se contentait d'exister sans vraiment vivre. Et maintenant, encouragea Sophie, un léger sourire aux lèvres, se rappelant leur conversation de la veille qui avait été interrompue au même point. Et maintenant, je me sens plus vivant que je ne l'ai jamais été, compléta-t-il, son regard plongeant dans le sien. Grâce à vous 3. Lentement, comme pour lui laisser tout le temps de se retirer si elle le souhaitait, il se pencha vers elle. Cette fois, aucune sonnerie de téléphone ne vint interrompre le moment. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque timide, un premier pas vers quelque chose de nouveau, le début d'un chapitre qu'ils écriraient ensemble. 15 ans plus tard. Le soleil de juin baignait l'amphithéâtre de la Sorbonne. D'une lumière dorée, filtrant à travers les hautes fenêtres pour créer des motifs dansants sur les murs anciens. L'atmosphère était solennelle, mais joyeuse, emplie du bourdonnement excité des conversations et du froissement des toges d'universitaires. Assise au 3e rang, Sophie Delacroix-Moreau observait avec une fierté indicible la scène qui se déroulait devant elle. À ses côtés, Mathieu tenait sa main serrée dans la sienne, son regard tout aussi ému fixé sur l'estrade où les diplômés attendaient leur tour d'être appelés. Léonie Delacroix-Moreau, annonça le doyen de la faculté de lettres, diplômée avec mention très bien, lauréate du prix Jean Genet pour son mémoire Écriture de la résilience, la métaphore comme outil de guérison dans la littérature contemporaine. Une jeune femme de 23 ans s'avança pour recevoir son diplôme.
ses longs cheveux châtains cascadant en boucles douces sur sa toge noire. Son visage, qui avait conservé quelque chose de l'innocence de l'enfant qu'elle avait été, rayonnait de bonheur et d'accomplissement. « Bravo, grande sœur !» s'écria une voix enthousiaste depuis le siège voisin de Sophie. Louis, désormais un adolescent de 16 ans, au sourire facile et au regard vif, applaudissait à tout rompre, ignorant joyeusement le protocole qui recommandait d'attendre la fin de la cérémonie pour les manifestations d'enthousiasme. Sophie lui jeta un regard faussement réprobateur, mais elle ne pouvait cacher son propre sourire. Comment aurait-elle pu en vouloir à son fils d'exprimer si spontanément sa fierté pour sa sœur? Cette joie bruyante, cette confiance inébranlable en soi et en l'avenir était précisément ce qu'elle avait souhaité pour ses enfants, l'opposé exact de la peur et de l'insécurité qui avaient marqué ses propres jeunes années. La cérémonie se poursuivit, mais Sophie était perdue dans ses souvenirs, revivant le chemin parcouru depuis cette nuit glaciale de décembre où tout avait commencé. Tant de choses s'étaient passées en 15 ans, certaines difficiles, d'autres merveilleuses, toutes contribuant à tisser la tapisserie riche et complexe de leur vie familiale. Après la signature des documents de reconnaissance de Louis et l'obtention de l'ordonnance de protection contre Vincent, ils étaient restés dans l'appartement de Mathieu pendant plusieurs semaines, le temps que la situation se stabilise. Vincent avait d'abord tenté de contester l'ordonnance, puis avait disparu brusquement de Paris, lorsque ses créanciers s'étaient fait plus pressants. D'après les dernières nouvelles qu'ils avaient eues, il s'était installé dans le sud de la France, avait suivi une cure de désintoxication et travaillait désormais comme chef cuisinier dans un petit restaurant côtier, une vie bien loin de celle qu'il avait menée à Paris. Sophie et Mathieu avaient pris leur temps, construisant leur relation sur des bases solides, de respect mutuel et de communication. 6 mois après ce premier baiser sur la terrasse, Sophie avait accepté d'emménager définitivement avec Mathieu. 1 an plus tard, ils s'étaient remariés lors d'une cérémonie simple mais émouvante, où Léonie avait joué le rôle de demoiselle d'honneur et Louis, alors âgé de 2 ans et demi, avait porté les alliances avec un sérieux comique. La même année, Mathieu avait officiellement adopté Léonie, qui avait choisi elle-même de prendre le nom composé Delacroix-Moreau, une façon d'honorer à la fois son histoire et son présent. Sophie avait terminé sa formation de secrétaire médicale, puis, encouragée par Mathieu et le docteur Leclerc, avait repris des études pour devenir assistante sociale, spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Son expérience personnelle, combinée à sa formation, faisait d'elle une professionnelle particulièrement empathique et efficace, capable de comprendre les peurs et les réticences de ces femmes brisées qui lui rappelaient tant celles qu'elle avait été. Quant à Mathieu, il avait progressivement transformé son entreprise, y intégrant une dimension sociale qui lui avait autrefois fait défaut. Il avait créé une fondation qui finançait des programmes d'aide aux familles monoparentales en difficulté, offrant non seulement un soutien financier, mais aussi un accompagnement vers l'autonomie. « À quoi penses-tu » murmura Mathieu, la ramenant au présent alors que la cérémonie touchait à sa fin. « À tout ce chemin parcouru » répondit-elle doucement. « À cette petite fille pieds nus qui entrait dans une épicerie de nuit et à cette jeune femme brillante qui reçoit son diplôme de la Sorbonne. » Mathieu serra sa main plus fort. « Tu as fait un travail remarquable avec elle, Sophie, avec les deux. Nous avons fait ce travail ensemble, » corrigea-t-elle avec un sourire tendre. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi. »« Si tu y serais arrivé, » affirma-t-il avec cette conviction tranquille qui le caractérisait. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, mais je suis heureux d'avoir pu être à tes côtés pour ce voyage. » Après la cérémonie, ils retrouvèrent Léonie dans la cour pavée de la Sorbonne, où les nouveaux diplômés posaient pour des photos sous le soleil éclatant de juin. « Félicitations, ma chérie !» s'exclama Sophie en serrant sa fille dans ses bras. « Nous sommes tellement fiers de toi. »« Merci, maman », répondit Léonie, ses yeux brillant d'émotion. Puis elle se tourna vers Mathieu. « Et merci à toi aussi, papa, pour tout. » Même après toutes ces années, l'entendre l'appeler papa touchait profondément Mathieu. Léonie avait commencé à l'appeler ainsi quelques mois après son adoption officielle, dans un moment parfaitement ordinaire. Il l'aidait à faire ses devoirs de mathématiques, rendant ce choix d'autant plus précieux qu'il avait été qu'un naturel non forcé. « Ma petite lionne devenue grande, » dit-il en l'embrassant sur le front, «
Tu as dépassé toutes nos espérances. » Louis, qui avait hérité de la grande taille de Mathieu, mais conservé les yeux bleus perçants de sa mère, enlaça sa sœur à son tour. « Alors, c'est quoi la prochaine étape, madame l'écrivaine ?» demanda-t-il avec un sourire taquin. Car Léonie n'était pas seulement une brillante diplômée en littérature, elle était aussi une auteure en herbe prometteuse. Ses nouvelles avaient déjà été publiées dans plusieurs revues littéraires respectées, et un éditeur s'était montré intéressé par le recueil qu'elle préparait, inspiré en partie par l'histoire de sa famille. « J'ai une surprise. En fait, annonça Léonie, un sourire mystérieux aux lèvres. « 2 surprises, pour être exact. La première, c'est que mon recueil de nouvelles sera publié en septembre. Il s'appellera « Promesse tenue ». Des exclamations de joie accueillirent cette annonce. Mathieu serra sa fille adoptive contre lui, murmurant des félicitations émues à son oreille. « Et la deuxième surprise ?» demanda Sophie, intriguée, par l'expression à la fois excitée et solennelle de sa fille. « Pour celle-là, il faut que vous me suiviez, » répondit mystérieusement Léonie. « J'ai une voiture qui nous attend. » Intrigués, ils la suivirent jusqu'à une berline noire stationnée à l'entrée de la Sorbonne. Léonie donna une adresse au chauffeur, puis s'installa avec sa famille, refusant de révéler leur destination malgré les questions insistantes de Louis. Au bout d'une vingtaine de minutes, la voiture s'arrêta devant une petite épicerie dans le quartier de Montmartre. Sophie la reconnut immédiatement, même si la devanture avait été rénovée et le nom légèrement modifié. C'était l'épicerie de M. Fournier, celle où tout avait commencé 15 ans plus tôt. « Léonie, » murmura-t-elle stupéfaite. « Comment as-tu » ?»« Je m'en souvenais, » répondit simplement sa fille. « Pas tous les détails, mais l'emplacement, oui. Et puis j'ai fait des recherches. Monsieur Fournier a pris sa retraite il y a 10 ans, mais son fils a repris le commerce. Et devine quoi? Monsieur Fournier père vit toujours. Il a accepté de venir aujourd'hui. » En effet, lorsqu'ils entrèrent dans la petite épicerie, ils furent accueillis par un homme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux, le fils de Monsieur Fournier, et par un vieil homme aux cheveux blancs, assis sur une chaise, près du comptoir, son regard vif contrastant avec son apparence fragile. « Monsieur Fournier, » dit doucement Sophie, s'avançant vers lui avec émotion, « vous souvenez-vous de moi ?» Le vieil homme plissa les yeux, puis son visage s'illumina de reconnaissance. « La jeune maman avec les 2 enfants, » dit-il d'une voix usée mais claire, « et la petite fille aux pieds nus qui voulait des couches pour son frère. » Il se tourna vers Léonie, l'examinant avec curiosité. « C'est toi, n'est-ce pas, la petite fille aux grands yeux bleus qui a fait cette promesse si touchante ?» Léonie acquiesça, émue que cet homme se souvienne d'elle après tant d'années. « Oui, c'est moi, et je suis venu tenir ma promesse aujourd'hui. » Sous les regards ébahis de sa famille, elle sortit de son sac un chèque qu'elle tendit au vieil épicier. « Je vous avais promis de vous payer les couches quand je serai grande. Je suis grande maintenant. » Monsieur Fournier prit le chèque avec des mains tremblantes, puis éclata d'un rire chaleureux. « Tu t'en es souvenu pendant toutes ces années. Quelle mémoire, ma petite, quelle intégrité. »« Je n'ai jamais oublié, » répondit gravement Léonie. « Comment aurais-je pu? Cette nuit-là a changé nos vies à jamais. » Elle se tourna vers Mathieu, qui observait la scène avec émotion. « Si vous n'aviez pas été là ce soir-là, si vous n'aviez pas décidé d'acheter un paquet de cigarettes à une heure impossible, qui sait ce que nous serions devenus? J'ai souvent raconté votre histoire, vous savez, » intervint M. Fournier s'adressant à tous. « L'histoire de la petite fille courageuse et de l'homme d'affaires au grand cœur. Je la raconte à mes petits-enfants pour leur montrer que la bonté existe toujours dans ce monde, même quand tout semble sombre. » Sophie ne put retenir ses larmes, submergée par l'émotion de ce retour aux origines, de ce cercle qui se bouclait parfaitement. « Nous aussi nous racontons cette histoire, » dit-elle doucement. « C'est notre histoire fondatrice, en quelque sorte. »« Et maintenant, elle sera racontée encore plus largement, » ajouta Léonie. « Mon recueil de nouvelles commence par cette nuit-là, même si j'ai changé les noms et certains détails. » Elle se tourna vers le fils de M. Fournier. « J'aimerais faire quelque chose de spécial avec ce chèque, si vous êtes d'accord. J'aimerais qu'il serve à créer un petit fonds, ici, même dans cette épicerie. Un fonds qui permettrait d'aider d'autres personnes en situation d'urgence, comme nous l'étions ce soir-là. » L'homme acquiesça, visiblement touché par cette proposition. « Ce serait un honneur. Nous pourrions l'appeler le Fonds Léonie. Qu'en pensez-vous? »« J'aimerais mieux le Fonds des promesses. »
répondit Léonie avec un sourire. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? De tenir ses promesses, même celles qui semblent impossibles sur le moment. Ce soir-là, ils célébrèrent la double victoire de Léonie, son diplôme prestigieux et la publication prochaine de son premier livre dans le restaurant préféré de la famille, un petit bistrot authentique près du canal Saint-Martin. L'atmosphère était joyeuse, emplie de rires, de projets d'avenir et de souvenirs partagés. Après le dessert, Léonie leva son verre pour un toast. « À notre famille », dit-elle simplement, « à ces liens qui nous unissent, plus forts que le sang, forgés dans les épreuves et renforcés par l'amour. »« À notre famille », répétèrent-ils en chœur, leurs verres s'entrechoquant dans un tintement cristallin. Plus tard, alors qu'ils rentrèrent tranquillement vers leur maison du 16e arrondissement, ils avaient déménagé de l'appartement de Mathieu quelques années plus tôt pour une demeure plus spacieuse avec un jardin. Sophie et Mathieu marchaient légèrement en retrait, observant leurs enfants qui avançaient devant eux, plongés dans une conversation animée. « Tu imagines, » murmura Sophie, « si quelqu'un m'avait dit cette nuit-là sous le pont Caulaincourt que 15 ans plus tard nous serions ici, avec nos enfants heureux et accomplis, notre mariage solide, nos carrières épanouissantes. J'aurais cru à une cruelle plaisanterie. » Mathieu passa son bras autour de ses épaules, l'attirant contre lui. Et pourtant, c'est notre réalité, une réalité que nous avons construite jour après jour, pas à pas. C'est Léonie qui a tout déclenché, tu sais, dit Sophie avec un sourire tendre. Avec sa promesse innocente, sa détermination à trouver de l'aide pour son frère, elle a toujours été notre boussole morale, notre petit phare dans la tempête. Elle tient ça de sa mère, répondit Mathieu, reprenant délibérément les mots qu'il avait prononcés plus tôt dans la journée. Sophie secoua la tête, mais cette fois sans protester. Au fil des années, avec l'aide de la thérapie et le soutien constant de Mathieu, elle avait appris à reconnaître sa propre force, à s'attribuer le mérite de ses accomplissements. Peut-être un peu, concéda-t-elle, mais ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à chacun d'entre nous, à ta générosité initiale, à la résilience de Léonie, à la joie contagieuse de Louis, et oui, à ma détermination à nous sortir de l'enfer que Vincent avait créé. Elle s'arrêta un instant, contemplant ses enfants qui marchaient devant. Elle, Léonie, la jeune femme brillante et sensible qu'elle était devenue. Louis, l'adolescent confiant et chaleureux, qui n'avait jamais connu la peur et l'insécurité qui avaient marqué ses premiers mois de vie. « Tu sais ce que je trouve ? Le plus extraordinaire, reprit-elle doucement, ce n'est pas que nous ayons survécu, c'est que nous ayons appris à vivre pleinement, à aimer sans réserve, à faire confiance à nouveau. C'est ça, le vrai miracle. » Mathieu la regarda avec tendresse, admirant une fois de plus la sagesse de cette femme qui avait transformé sa propre vie, autant qu'il avait contribué à transformer la sienne. « Tu as raison, » dit-il simplement. « C'est ça, le vrai miracle. Et chaque jour, je remercie le hasard, le destin ou quoi que ce soit d'autre qui m'a conduit dans cette épicerie cette nuit-là. » Ils continuèrent à marcher en silence, main dans la main vers leur maison, où tant de souvenirs heureux avaient été créés et où tant d'autres les attendaient encore. Car si leur histoire avait commencé dans le froid et la peur, elle se poursuivait dans la chaleur